Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc, comme Jérôme le disait, je suis donc Neila Beller, journaliste aux Échos. En face de moi, Olivier Héral, bonjour. Vous êtes donc directeur de création au Futuroscope, une maison que vous connaissez bien. Je crois que ça fait 20 ans que vous y êtes. 18. 18 presque. On va parler donc design d'expérience. Avant ça, j'aimerais juste que vous nous rappeliez quelques fondamentaux sur le parc. Alors, le Futuroscope est premier parc en France en date de création, 1987. Aujourd'hui, on est avec 2 millions de visiteurs, le troisième parc, derrière Disney et Astérix en fréquentation. Et on a une notoriété très forte liée au fait qu'on a été le premier en termes de parc d'attractions avec 92% de notoriété. Voilà. On va donc se focaliser sur le design expérience. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer de la genèse d'un projet, d'une attraction, jusqu'à son ouverture? Quelles sont les grandes étapes? Ouais. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler d'expériences utilisateurs en ligne. Nous, notre ligne, c'est le public et c'est le visiteur, c'est le jour J. Donc on est vraiment dans des expériences en réel. Là, ce qu'on peut voir, c'est une expérience comme chasseur de tornades. Je vais prendre cet exemple-là. C'est une de nos dernières attractions qui a eu en plus pas mal de prix. C'est 4 ans d'études, c'est 250 personnes qui vont travailler entre l'idée de départ et puis la livraison. C'est Et représentatif des alors, attractions, de la création d'une attraction en général? ce qu'on appelle chez nous les attractions majeures, c'est-à-dire les gros investissements, c'est assez représentatif. On est déjà allé jusqu'à 7 ans d'études pour mettre au point des systèmes très complexes. Cette attraction a eu la particularité d'être développée en plein Covid. Quand on doit aller au Canada, quand on doit aller en Chine et qu'on ne peut plus bouger, ça devient très compliqué. Donc on a fait beaucoup de visio, on a appris à travailler différemment, à développer différemment. Et ce qu'on aime, nous, surtout quand on crée une expérience, c'est déjà de raconter une histoire. Avant tout, c'est une histoire. Une expérience chez nous, c'est une histoire. La technologie est au service de cette histoire et on va décomposer, peut-être comme on le voit après, on va essayer de décomposer. Alors ça, c'est des images de ce qu'est le Futuroscope aujourd'hui avec ces dernières innovations. Donc on a intégré un certain nombre d'expériences à sensations. On ouvre dans un mois un parc aquatique d'une nouvelle génération, ça n'a jamais été fait. Et puis on a beaucoup d'expériences, plus de 25 expériences, et à chaque fois ce qu'on veut faire, c'est plonger nos visiteurs dans des univers qu'ils ne connaissent pas, et on se sert de la technologie, des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour leur faire vivre une expérience, aller au cœur d'une tornade, survoler, faire le tour du monde en quelques secondes, aller dans l'espace. C'est toutes ces mises en œuvre qu'on cherche à faire on va dire avant tout, à faire plaisir au public. On a eu aussi, depuis 5 ans, un énorme plan de développement où on touche maintenant l'expérience de nuit, avec de l'expérience de l'hôtellerie thématisée. En allant assez loin, l'hôtellerie thématisée, des restaurants à thème aussi expérientiels, et puis ce parc aquatique au sein d'une plaza totalement refaite, 300 millions d'euros sur 5 ans. Voilà. On va y revenir Ouais. sur votre projet de parc aquatique. Vous êtes donc un parc qui a pour thème l'innovation, la technologie. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer justement ces paramètres-là dans une attraction qui d'abord va être développée sur quelques années et puis qui est censée durer aussi une vingtaine d'années, je crois, Alors, en général? ouais, alors c'est vraiment la particularité chez nous, c'est qu'on a ces 4 ans d'études, mais après, ce qu'on met en place doit durer 10, 20 ans. Donc le choix ou le pari des technologies est très important en amont. Parce qu'il faut qu'on prenne des technologies qui aient la capacité d'évoluer dans le temps et de pouvoir upgrader. Et puis, il faut aussi qu'on aille faire le tri des technologies qu'on peut appeler un peu Kleenex, c'est-à-dire ces technologies qu'on voit vite arriver, où tout le monde s'engouffre dedans, et en fin de compte, on s'aperçoit assez vite qu'il n'y a pas le suivi de maintenance qui est assuré sur ces technologies, ou qu'elles sont, en fin de compte, pas si acceptées par le public. Ça, c'est des paris. Et ce tri, il est certainement le plus complexe à faire entre paris d'innovation et sécurité d'une vision à moyen terme. Donc ça, et pour ça, on a différentes sources d'alimentation. On fait beaucoup de sourcing
de technologie. On va aller dans les grands rassemblements comme le CES de Las Vegas, qui sont des endroits où on voit les technologies émergentes. On va aussi aller sur beaucoup de grands événements comme les expositions universelles. La Chine, Singapour, le Japon restent des lieux d'inspiration très forts. On voit que Dubaï, l'Arabie Saoudite, il y a aussi une zone où il y a beaucoup d'argent, pas forcément beaucoup de nouveautés. Et puis on va aussi aux États-Unis, qui reste le pays un peu fondateur du divertissement. Ça reste toujours des lieux d'inspiration assez forts. Depuis 40 ans, on est aussi identifié comme un site innovant. Donc spontanément, on a beaucoup de fabricants qui viennent aussi nous proposer des nouveaux concepts, des prototypes. Donc là aussi, on est parfois intéressé et parfois moins. Et puis, une source d'inspiration que j'aime bien, c'est le transfert de technologie. C'est-à-dire d'aller prendre quelque chose qui existe dans l'industrie automobile, par exemple, et puis de le customiser, le transformer pour en faire un objet de divertissement. C'est ce qu'on a fait avec Danse avec les robots, où on a pris des bras robots qui d'habitude peignaient sur des chaînes de voitures, et on a mis 2 sièges au bout pour en faire une attraction. Et Chasseurs de tornades, la dernière attraction, c'était avant tout une plateforme qui servait à faire tourner des observatoires. Voilà. Donc on leur a demandé de pousser un peu la puissance des moteurs pour faire vivre une expérience. Est-ce que vous avez un exemple d'attraction qui a donc bien duré sur le temps, un pari réussi, et à l'opposé, peut-être une technologie sur laquelle vous aviez misé et qui finalement fait partie de ces technologies Kleenex dont vous parliez? Alors on a plusieurs cas, en effet. Ce qui a toujours très bien fonctionné, et les technologies ont accompagné ces évolutions, c'est l'image, l'immersion dans l'image. En 87, sur le parc, c'était que de l'analogique. Aujourd'hui, on est tout en digital. Et on a vu plusieurs successions d'étapes de projection, LED, puis laser, puis la LED active. Et on voit qu'en fin de compte, il y a toujours ce plaisir d'être emmené dans une histoire face à un film. Ça continue, ça reste, et ça reste beaucoup le cœur de nos expériences. Des technologies sur lesquelles, qui n'ont pas fonctionné au Futuroscope, mais qui ont pu fonctionner ailleurs, on a eu la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Pourquoi ? Parce que ce sont des expériences très individualisées. Et le premier motif de visite d'un parc d'attractions, c'est de partager une expérience avec ses proches et de se déconnecter du quotidien. Et donc cette rupture-là, ce qu'apportait cette technologie, apportait en effet une forme de personnalisation, d'interaction avec son média, mais pour le coup ne permettait pas un partage avec ses proches, ce qui reste quand même un élément fondateur de la visite sur un parc. Donc c'est pour ça qu'elles ont marché moyennement, mais pas suffisamment pour qu'on les garde et qu'on en fasse des attractions fortes. Vous avez commencé à évoquer l'Aquascope, donc ce nouveau parc qui va ouvrir mi-juillet, je crois. Là, c'est un très bon exemple justement de création d'attractions. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse du projet et puis son concept ? Alors l'Aquascope, c'est vrai que c'est venu d'une problématique de marketing. On est à Poitiers, on n'a pas une zone de chalandise qui est énorme. Pourtant, on fait 2 millions de visites par an, et on est convaincu qu'on aura du mal à faire grimper faire venir plus de visiteurs. Par contre, on a un potentiel pour les garder, c'est-à-dire leur offrir d'autres divertissements. C'est pour ça qu'on a investi l'hôtellerie, mais on a la conviction que pour venir de plus loin, il faut rester plus longtemps, et donc il faut avoir plus d'activités à faire. Donc ce plan a essentiellement été de créer un deuxième parc. On est sur 7000 m² indoor, et qui va compléter la deuxième journée et finaliser le week-end. On a travaillé donc avec tous les savoir-faire du Futuroscope en attraction dans un parc aquatique, et en travaillant aussi beaucoup avec des compétences reconnues comme Moment Factory au Canada, pour élaborer une expérience très immersive et quelque chose qui ne s'était jamais fait, c'est-à-dire associer la technologie, le numérique, à l'univers aquatique, pour emmener le public en fin de compte dans des univers très très différents. Là, on voit tout ce qui est phase de préconception, de simulation. Comme ça ne s'est jamais fait, ça a été très compliqué puisqu'on n'avait aucun
aucune garantie de voir fonctionner du mapping dans l'eau. Et on s'est rendu compte que c'était assez magique. Et c'est souvent aussi de l'innovation qu'on peut faire par assemblage. C'est-à-dire, toutes ces technologies existent. Par contre, elles n'ont jamais été assemblées ensemble pour créer une nouvelle expérience. Et c'est là où, moi, j'adore créer une expérience originale, c'est dans ces nouveaux assemblages. C'est un peu comme une recette de cuisine où on a les ingrédients, mais chaque plat peut être différent par rapport à cette histoire qu'on veut raconter. Voilà, ça c'est des tests. On n'avait aucune sécurité de savoir comment allait fonctionner du temps réel sur de l'eau. Ça fonctionne très bien. En plus, on a découvert que comme on est dans de l'eau réelle, on a ce contact haptique, ce contact du toucher à l'eau et à l'interaction qui en fait quelque chose d'assez incroyable. Donc, ouverture dans un mois, on est dans des phases bien avancées. On fait des tests et vraiment, c'est très content de voir que tout ce qu'on a imaginé, donc là, il y a 5 ans, se réalise. Et on a aussi voulu vraiment apporter quelque chose de nouveau dans l'univers des parcs aquatiques. Je présentais ce parc il n'y a pas très longtemps à Londres, devant les professionnels des parcs aquatiques du monde entier. Et les gens sont spontanément venus en disant « Ah, c'est chouette, il y a enfin un truc nouveau qui se passe dans les parcs aquatiques. » quoi. Voilà. Alors justement, vous parliez des sources d'inspiration. Est-ce que pour un concept aussi innovant, je crois que vous avez évoqué le Canada, est-ce que vous avez été voir ailleurs ce qui fonctionne ou pas Alors on fait souvent un benchmark, en effet. C'est souvent notre benchmark du point zéro. C'est-à-dire qu'on se dit, voyons où en est l'état de l'art dans un domaine, et voyons comment nous, on peut le sublimer ou le surdimensionner ou lui apporter quelque chose qu'il n'a pas actuellement dans l'état du marché. C'est vrai, quand on s'est attaqué à l'hôtellerie thématisée, l'hôtellerie existe depuis très longtemps, expérientielle, on en parle depuis 15 ans, et on est allé certainement un peu plus loin en allant thématiser complètement, en faisant une base spatiale comme hôtel, et en allant dans tous les détails de la scénarisation du commandant qu'on rencontre comme sur un bateau, de ces moments qui créent ce moment inoubliable et un souvenir inoubliable. C'est ce qu'on cherche à faire. On est des créateurs de souvenirs aussi. Donc on s'intéresse toujours à aller plus loin pour aller justement créer un souvenir mémorable d'une expérience. Et cet alliage entre le monde aquatique et le monde numérique, que vous avez évoqué également, qu'est-ce qu'il était envisageable de faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu faire, finalement vous avez dû reculer? Effectivement, on ne s'attend pas, ce sont deux mondes a priori antinomiques. Donc comment vous avez conçu justement Alors je pense qu'on ne savait pas faire un parc aquatique et c'est ce qui nous a permis de le faire. Parce que franchement, quand on regarde la législation des parcs aquatiques, elle est terrible. Les éléments de sécurité, enfin voilà, c'est que des freins à l'innovation créative. Et donc on a beaucoup utilisé des éléments numériques. On a travaillé main dans la main avec beaucoup aussi de professionnels qui connaissaient particulièrement la réglementation pour essayer toujours de faire des choses assez exceptionnelles. Moi, je voulais faire un bar dans l'eau, un bar aquatique, et ce n'est pas possible en France. C'est possible en Belgique, en Allemagne, mais un bar dans l'eau, ça n'est pas possible en France, voilà, parce que c'est une réglementation particulière. Donc il a fallu à chaque fois détourner un certain nombre d'éléments. Notre force, on a fait une salle de cinéma dans l'eau aquatique, où on arrive à mettre 150 personnes en simultané devant un écran hémisphérique qui fait 8 mètres de haut. Ça fait partie des petites victoires, parce qu'on est dans le noir dans l'eau, ce qui ne s'était jamais fait, et il a fallu convaincre par des systèmes de sécurité, par des procédures, par des process, qu'on était capable d'évacuer 150 personnes s'il y avait le moindre problème, et qu'il y avait toujours un maître nageur qui pouvait surveiller un enfant dans 1,50 m d'eau. Voilà. Donc dans le noir. Dans le noir. Voilà. C'est des vrais paris, et à chaque fois, on gardait le cap en disant on va relever le pari, on va s'affranchir de la contrainte, quoi. Alors, moi, particulièrement, j'aime bien créer dans la contrainte, parce que c'est là où on peut justement souvent proposer des choses nouvelles. Merci beaucoup. Merci. On a hâte de voir ça. Ouais.